Le cri d'un cheval ne ressemble à aucun autre son au monde. Helena Brandgrove était sur Oxford Street, une bride sur l'épaule, quand elle l'a entendu. Elle s'est mise à courir avant même d'avoir décidé de le faire. Elle a dévalé le trottoir pavé. Elle a dépassé une chaise à porteur au brancard posé au sol. Elle a dépassé deux hommes qui se disputaient pour une brouette et a débouché sur Hanover Square. Toutes les fenêtres de la maison de Lord Mardley étaient allumées. De la paille avait été généreusement répandue sur la chaussée pour les attelages. La jument grise était couchée sur le flanc, sur les pavés mouillés. Sa patte avant gauche était passée par-dessus le timon. Il y avait peut-être 40 personnes autour d'elle. C'est la première chose qu'Helena a comprise, et la pire. Des dames en cape de soirée sur les marches, des valets de pied avec des lanternes. Deux cochers se hurlaient des ordres contradictoires. L'homme de louage, qui conduisait le chariot, se tenait près de l'arrière-train de la jument. Il avait levé son fouet et la frappait. Pour lui, un cheval à terre qui ne veut pas se relever est un cheval qui a décidé d'être têtu. La jument a crié de nouveau. Elle s'est débattue et les traits se sont tendus davantage. « Arrêtez !» a dit Helena. Personne ne l'a entendu. Elle a posé la main à plat sur l'épaule de l'homme devant elle. Elle l'a écarté comme elle l'aurait fait avec un cheval dans son box. Puis elle a pénétré dans l'espace libre au milieu de la foule. La paille était trempée. L'ourlet de sa robe s'y est enfoncé jusqu'aux genoux. « Posez ce fouet, a-t-elle dit, ou je vous l'arrache. » L'homme de louage l'a dévisagé. Ce n'était pas un mauvais homme. Il avait peur. Et un homme effrayé avec un fouet à la main s'en sert généralement. Helena ne l'a pas attendu. Elle s'est agenouillée près de la tête de la jument dans la paille. Elle a placé son genou sur le grand os de la joue. Puis elle a appuyé de tout son poids sur l'encolure, juste derrière les oreilles. La jument s'est soulevée une fois, puis elle est restée immobile. Elle soufflait fort, un œil révulsé vers les lanternes. « Bien, ma fille !» a dit Helena. « Magpie, bien, ma fille. Reste tranquille maintenant. » La jument connaissait sa voix. C'était le seul avantage que quiconque avait cette nuit-là. « Elle va casser les brancards !» a dit un cocher au-dessus d'elle. « Elle ne cassera rien si vous arrêtez tous de crier. » Helena n'a pas levé les yeux. « Je veux un couteau. » Personne n'a bougé. 40 personnes, chacune portant quelque chose de plus grande valeur que le cheval, et pas un seul couteau n'est apparu. Puis un homme est descendu des marches de la maison de Lord Mardley. Il a traversé la paille en tenue de soirée, et il s'est agenouillé en face d'elle, dans la boue. Il tenait un petit canif ouvert à la main. Il le lui a tendu par le manche, ce qui lui en a dit long sur lui avant même qu'il ne parle. « Où dois-je mettre mes mains ?» a-t-il demandé. « Ici » lui a-t-elle montré du menton. « À plat sur l'encolure. Votre poids, pas votre force. Si elle lève la tête, elle se coupera sur le timon. Et alors, elle ne vaudra plus rien pour personne. » Il a mis ses mains là où elle avait dit. Il avait 30 ans, ou presque. Il était châtain. La boue a traversé ses bas blancs au niveau des genoux, et il n'a pas semblé le remarquer. À la lueur des lanternes, ses yeux étaient d'un vert gris pâle. Elle les a remarqués comme on remarque n'importe quoi dans une crise. Complètement, et sans le moindre intérêt. « Maintenant, tenez bon », a-t-elle dit. Elle a longé le corps de la jument à genoux. Elle est passée sous les brancards, là où personne ne s'aventure jamais, et a commencé à couper. Le cuir des traits était neuf et rigide. Le couteau était petit. Elle s'est acharnée dessus. Pendant ce temps, le flanc de la jument se soulevait et s'abaissait contre son épaule, comme la coque d'un bateau. « Il y a une sangle sous son ventre, » a dit l'homme. « Sous ma main gauche. Voulez-vous celle-là d'abord ? » « Non. Les traits d'abord. Si je libère la sangle ventrale et qu'elle se relève, tout l'attelage viendra avec elle. » Elle a coupé le premier trait. Le deuxième a été plus rapide. « Tenez-la. Tenez-la. Je la tiens. Dites-moi si son œil se ferme. » Son œil est ouvert. Elle vous regarde. La courroie du timon a cédé en dernier. Ça a fait un bruit comme un coup de feu. Le brancard est tombé de 10 centimètres dans la paille. Quelqu'un sur les marches a poussé un petit cri. Helena est revenue vers la tête. Elle a posé sa main le long de la joue de la jument. Elle a approché sa bouche de l'oreille qui frémissait. « Tout va bien », a-t-elle dit. « Tout va bien maintenant. » Elle a retiré son poids de l'encolure, s'est levée et a reculé. La jument a roulé sur sa poitrine. Elle a rassemblé ses pattes sous elle. Puis elle s'est redressée d'un seul coup. Elle s'est élevée de la paille comme une montagne grise, fumante dans le froid. Elle est restée là,
tremblante, la tête basse. Il y avait du sang sur le genou gauche, une longue éraflure, rien qui ne guérirait pas. L'homme en tenue de soirée s'était relevé avec elle. Il tenait le montant de la bride dans son poing, bien bas, ce qui était la bonne chose à faire. « Faites-la marcher », a dit Helena. « 6 pas vers moi. » Il l'a fait marcher de 6 pas. La jument avançait correctement. Rien de cassé. Helena a expiré un souffle qu'elle retenait depuis ce qui lui avait semblé un quart d'heure. C'était probablement 90 secondes. Et c'est alors, dans l'espace où il y avait eu du bruit, qu'elle a entendu la place devenir silencieuse. Un silence qui n'avait rien à voir avec le cheval. « C'est Elmsford », a dit une femme sur les marches. Les mots sont parvenus clairement. Ils n'étaient même pas chuchotés. C'était ça le plus étrange. Ils avaient le ton que les gens réservent à un meuble. La foule n'était pas partie. Elle avait reculé d'1 mètre, peut-être plus. Un lent glissement de satin et de cuir de botte, jusqu'à ce qu'il y ait un cercle de paille humide et vide, avec 2 personnes et une jument grise au milieu. Sur les marches, une jeune femme avait posé la main sur le bras d'une femme plus âgée. On la faisait rentrer à l'intérieur assez rapidement. L'homme n'a levé les yeux vers aucun d'eux. Il tenait toujours la bride de la jument. Quelque chose s'était passé sur son visage. Puis ça s'était arrêté, avec la finalité d'une porte qui se ferme. « Prenez votre cheval, madame », a-t-il dit. Helena s'est avancée dans la paille. Sa botte a glissé sur le sol mouillé et elle a tendu la main. Il lui a offert son bras. Ce n'était rien. C'est ce qu'elle a pensé à ce moment-là. L'avant-bras d'un homme dans une manche noire, offert à une femme debout dans la boue. Elle l'a saisi au-dessus du coude, comme elle aurait saisi un poteau de barrière. Elle a retrouvé son équilibre. Elle a lâché prise. La place a émis un son, un petit souffle collectif, aspiré. Elle a entendu le mot se propager à rebours dans la foule, comme de l'eau trouvant une fissure. Elle a pris son bras. Quelqu'un a ri une fois, un rire aigu, qui s'est arrêté net. Un gentleman près des grilles a dit « Mon Dieu !» avec une réelle émotion. Helena les a regardés, puis l'a regardé, sincèrement perplexe. « Ai-je fait quelque chose ?» Pendant une seconde, elle a cru qu'il allait rire, et elle avait presque raison. Quelque chose a bougé au coin de sa bouche. Pas un sourire. Le presque. « Vous avez fait une chose très malchanceuse, a-t-il dit. Personne ne vous dira quoi. Ils ne le font jamais. » Il a lâché la bride, a reculé, et lui a fait la plus petite révérence qu'un homme puisse faire, tout en pouvant dire qu'il s'est incliné. « Le chariot est à moi. Ou plutôt, je l'ai loué ce soir, ce qui revient au même. Je paierai pour les dommages au harnais, pour la jument et pour votre robe. Vous paierez pour le harnais, a dit Helena. La jument est à moi. Elle n'est pas blessée. La robe ne vaut pas la peine d'en parler. Les vôtres, Brangrove à Coolwick Mews. Nous louons des chevaux au mois. » Elle a essuyé ses paumes sur sa jupe, ce qui n'a servi à rien. « Je suis Helena Brangrove. » Il avait commencé à se détourner. Il s'est arrêté. C'était très léger. Si elle n'avait pas passé sa vie à guetter la demi-seconde où un animal prend une décision, cela lui aurait complètement échappé. Il a entendu le nom, et il le connaissait. Il l'a rangé quelque part, sans un frémissement. Brangrove. Oui. Puis il a monté les marches pour entrer dans la maison illuminée. Et la foule s'est refermée derrière lui comme un rideau. Helena Brangrove est restée sur Hanover Square, avec une jument tremblante, le canif d'un étranger à la main. Et aucune idée de ce à quoi elle venait de prendre part. Elle a ramené la jument à pied. Il y avait 2,5 kilomètres. Elle a marché lentement, car l'égratignure se raidissait. Et parce qu'un cheval qui est tombé dans la rue se souvient de la rue. Coolwick Mews se trouvait derrière Marylebone Lane. C'était une ruelle pavée entre les arrières de 2 rangées de maisons, avec le portail de la cour au bout et l'odeur du cuir de 40 harnais flottant dans la sellerie. Son grand-père avait acheté le bail l'année de la maladie du roi. Son père avait construit le manège couvert dans la carcasse d'une ancienne brasserie voisine. C'est là qu'on apprenait aux dames à monter pendant les mois humides. Elles tournaient en rond sur un cercle de sable pendant que la pluie tombait sur le toit. Il y avait 9 chevaux dans la cour maintenant. Il y en avait eu 26 du vivant de son père. Ned Batcliffe est sorti avec une lanterne avant même qu'elle n'ouvre le portail. Il avait 61 ans, sec comme une paire de tenailles. Il était chez les Brangrove depuis l'âge de 9 ans. C'est Magpie. Elle est tombée à Hanover Square, par-dessus le timon. Les jambes vont bien. Les genoux sont éraflés. Elle sera raide mardi. Ned a pris la jument, a passé la main sur sa jambe, a grogné. Il n'a rien dit sur la robe ruinée d'Helena,
ni sur ses genoux mouillés, ni sur les 2,5 kilomètres qu'elle avait marché dans Mayfair à 10 heures du soir. Il la connaissait depuis qu'elle avait 2 jours. Il avait une vision large de ce qu'elle avait le droit de faire. Le cocher, a-t-il dit, était de louage. Il la fouettait. Ah, il ne conduira plus mes chevaux. Non, Ned a acquiescé tranquillement. Il a emmené la jument vers la lampe du box du fond. Par-dessus son épaule, il a dit « Le gamin dort dans la sellerie. Ne le réveille pas. Il est debout depuis 4 heures avec le bail. » Le gamin avait quoi? Il avait 10 ans? Ou il disait qu'il avait 10 ans. Le père d'Helena l'avait ramassé au coin de Wigmore Street il y a 4 hivers. Il tenait les chevaux pour quelques sous, sans manteau. Il dormait dans la sellerie, parce qu'il refusait de dormir ailleurs. Il avait la théorie, jamais exprimée à voix haute, que s'il n'était pas sur les lieux pourraient disparaître. Helena a accroché la bride à son clou. Elle est restée un instant dans le noir, à l'écouter respirer. Il y avait 40 brides sur ce mur. Elle aurait pu vous dire à quel cheval appartenait chacune d'elles. Au milieu, sur le clou que son père avait planté lui-même, était suspendu un simple mors de filet sur une tétière en cuir uni. Nettoyé 1 fois par semaine, utilisé par personne. C'était le sien. Il avait été sur tous les chevaux de Londres que d'autres hommes avaient abandonnés. Ceux qui se cabraient dans les brancards, ceux qui refusaient d'être ferrés, la jument qui avait projeté 2 palefreniers à travers le toit d'une chaise à Portman Square. Il n'utilisait jamais de mors de bride sur eux. Il avait l'habitude de dire « Un mors de bride, c'est une conversation que l'on a quand on n'a plus rien à dire. » Silas Brangrove était mort depuis 2 ans et 2 mois. Il était mort dans son fauteuil, près du poêle de la sellerie, le journal sur les genoux. À 54 ans, sans un mot à personne, ce que tout le monde s'accordait à dire était une bénédiction, et ce qu'Helena ne lui avait pas encore pardonné. Elle avait 22 ans. Elle avait le bail, les 9 chevaux, le manège couvert, la bonne réputation, et une hypothèque de 600 livres sterling sur tout cela. Elle était aussi, sans que personne à Mayfair ne le sache, la meilleure man avec un cheval difficile à moins de 6 kilomètres de Grosvenor Square. Les palefreniers des gentlemen venaient à Colwick Mews, chapeau bas. Ils racontaient une histoire à propos de l'animal d'un ami. Elle ne leur facturait jamais ce qu'elle aurait pu. C'était la seule chose qu'elle possédait et que personne ne pouvait lui enlever. Elle s'est lavée, a mangé du pain et du lard fondu debout, puis est allée se coucher. Elle n'a pas du tout pensé à l'homme dans la paille. Jusqu'au lendemain matin, quand le maréchal Ferrand lui a dit ce qu'elle avait fait. Il s'appelait Cheston. Il venait le mercredi à la cour. Il avait des opinions comme d'autres hommes ont des meubles. Hanover Square, a-t-il dit, le sabot de la jument entre ses genoux. Ça devait être chez les Mardley. La moitié de la ville y était. Il a craché un clou dans sa main. Et vous dites qu'un gentleman est descendu des marches et s'est agenouillé dedans. C'est exact. Cheveux châtains, grands, des yeux gris, un peu verts. Vous le connaissez? Tout le monde le connaît. Cheston a posé le clou et l'a frappé 2 fois. C'est le duc d'Elmsford, ça. Ned était venu à la porte du box et s'y était arrêté. Helena a dit « Et qu'est-ce qui ne va pas avec le duc d'Elmsford? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Cheston n'a pas levé les yeux. Il y a 5 ans, 6 peut-être, il y a eu une souscription. La souscription de Blacknall, il l'appelait, du nom de sa propriété dans l'Ouest. Amélioration, drainage, un canal creusé, une nouvelle route, 4% d'intérêt et la garantie était le domaine lui-même. Et le nom en bas était Elmsford. Alors les petites gens ont investi. Pas les hommes de la City, les petites gens. Des commerçants, des veuves, des vicaires avec 300 livres par an. Mon propre beau-frère y a mis 90 livres. C'était tout ce qu'il avait. Il est mort maintenant, et sa femme fait de la couture. La râpe allait et venait sur le sabot. Et en l'an 12, il n'y avait ni canal, ni route, ni argent. 14 000 livres sterling d'économie d'autres personnes, enfouies dans le sol de Blacknall, sans que le moindre lopin de terre n'ait été retourné. C'était le vieux duc, a dit Ned depuis l'embrasure de la porte. Le père. C'était le père, a convenu Cheston. Le père est mort, le fils a pris la relève, et le fils ne s'est jamais levé pour dire un mot à ce sujet en 5 ans. Pas une seule fois. Pas une lettre à un journal. Pas un mot à la Chambre des Lords. Rien. Il a reposé le sabot et a redressé son dos avec la précaution d'un vieil homme, bien qu'il ne fût pas vieux. Maintenant, dites-moi,
Si une telle chose était dite sur votre père, et que c'était un mensonge, combien de temps garderiez-vous le silence? Helena n'a rien dit. Environ 4 secondes, a dit Cheston. Voilà combien de temps. Il a rangé ses outils. Au portail, il s'est retourné. Et il y a l'autre affaire, a-t-il dit. La danse. Quelle danse? À Kingston House, le printemps après la mort de son père, Cheston a semblé pour la première fois légèrement mal à l'aise, comme le sont les hommes quand ils sont sur le point de prendre plaisir à vous raconter quelque chose. Il s'est présenté avec Lady Carrington, Mademoiselle Fernwell. C'était avant son mariage. Le quadrille s'est formé. 200 personnes dans la salle. Il lui donne son bras. Puis, au milieu de la piste, elle retire sa main de son bras et la laisse tomber. Elle lui dit quelque chose que personne n'a entendu. Elle sort de la pièce et le laisse là, seul. Seul au milieu de la piste, alors que les violons jouent encore. Cheston a mis son sac sur son épaule. Et après ça, plus personne n'a voulu. Pas une jeune fille à sa première saison, pas une veuve de 50 ans, pas une dame avec 4 filles à marier. Personne ne se lève avec Elmsford. Personne ne prend son bras. Il y a un dicton qui a circulé dans les offices des domestiques après. Il porte malheur de prendre le bras d'Elmsford. Ça a commencé comme une blague. Ce n'en est plus une. Il a mis son chapeau. 5 ans, et aucune femme n'a dansé avec cet homme. Et la nuit dernière, vous êtes allé le prendre par le bras devant la moitié de Mayfair. Le portail s'est refermé derrière lui. Ned a continué à curer un sabot, comme si absolument rien n'avait été dit. Au bout d'un moment, il a fait une remarque au sabot. Votre père connaissait ce nom. Je sais, a dit Helena. Elle a monté l'escalier extérieur menant aux pièces au-dessus de la sellerie. Elle s'est agenouillée près du porte-sel sous la fenêtre. Elle a sorti la boîte en fer blanc que son père y gardait depuis avant qu'elle ne sache lire. Elle contenait une mèche de cheveux de sa mère, une cuillère de baptême, le bail, 2 médailles d'argent d'un concours de labour dans le Berkshire, et un papier plié avec un sceau rouge. Elle avait regardé ce papier 2 fois en 2 ans, les 2 fois la mâchoire serrée, puis l'avait remis à sa place. Souscription pour l'amélioration de Blacknewell. Reçu de M. Silas Brangrove, de Culwick Mews, paroisse de Sainte-Marie-le-Bonne, la somme de 400 livres sterling. Intérêt à 4% par an, daté du 9 juin 1810. Et en bas, d'une grande et belle écriture cursive avec une majuscule en grande boucle, le seul mot par lequel de tels hommes signent, Elmsford. 400 livres sterling. Son père avait mis 12 ans à les économiser. C'était sa dot. C'était le toit du manège couvert, qui fuyait maintenant à 3 endroits, et dont la réparation coûterait 140 livres. Elle a remis le papier dans la boîte en fer blanc, et la boîte sous le porte-sel. Puis elle est descendue travailler le jeune Bay dans le manège pendant 1 heure. C'est ce qu'elle faisait au lieu de pleurer, et ce depuis l'âge de 14 ans. 2 choses sont arrivées à la cour la semaine suivante. La première était une lettre d'Ilsley et No, avouée à Fetter Lane. Ils présentaient leurs compliments à Mademoiselle Brangrove. Ils l'informaient que leur client détenait l'hypothèque sur les locaux connus sous le nom de Brangrove's Yard. Il avait signifié son intention de réclamer la somme principale de 600 livres sterling à la Saint-Jean prochaine, ainsi que les intérêts alors dus. La Saint-Jean était dans 11 semaines. Elle avait en tout et pour tout 41 livres. La seconde était un palefrenier. Il est venu un jeudi matin. Un homme soigné et sobre de 40 ans, en livrée sombre et simple, sans aucune dentelle. Il s'est tenu au milieu de la cour, chapeau bas, et a demandé Mademoiselle Brangrove. Elle est sortie avec les manches retroussées. Il n'a pas fait ce que les hommes faisaient généralement, c'est-à-dire chercher du regard quelqu'un en pantalon. Les compliments de sa grâce d'Elmsford. Il a dit qu'il y a un cheval à Elmsford House, que nous ne pouvons pas tenir à 4. Il a 6 ans. Il appartenait à feu sa grâce. Mon maître ne veut pas le vendre, et ne veut pas le faire débourrer par les hommes qui proposent de le faire. Sa grâce demande si vous voudriez venir le voir. Ned avait cessé de bouger quelque part derrière elle. « Pourquoi moi ?» a dit Helena. Le palefrenier a réfléchi. Il vous a vu remettre une jument sur ses pieds à Hanover Square. Il a dit, alors qu'une 12aine d'hommes sur cette place n'auraient pas pu le faire. 2 guinées par semaine, mademoiselle. Et il dit que vous devez fixer un jour et qu'il s'y tiendra. Et il dit une chose de plus que je dois vous transmettre exactement. Il l'a récité sans aucune emphase. Il dit,
Dites-lui que je suis conscient de ce que coûte mon nom, qu'elle peut refuser sans donner de raison, et que personne dans cette maison ne la jugera pour cela. » Il y eut un silence dans la cour. Un pigeon marchait le long du faîte du toit au-dessus d'eux, se parlant à lui-même. 2 guinées par semaine pendant 11 semaines, cela faisait 23 livres. Ce n'était pas 600. Ce n'était pas rien. Et en dessous, dans un endroit qu'elle n'examinait pas de trop près, il y avait tout autre chose. C'était qu'elle voulait voir la maison où ce nom était gardé. « Dites à sa grâce, dit Helena Brandgrove, que je viendrai lundi à 6 heures du matin, avant que ses écuries ne soient pleines de gens qui regardent, et dites-lui que je voudrais le cheval dans la cour avec un simple mors de filet, pas un mors de bride, avec personne dans la cour, sauf l'homme qui le nourrit. » Le palefrenier a mis son chapeau. « Oui, mademoiselle, a-t-il dit, et elle a pensé, bien qu'elle n'en ait jamais été sûre par la suite, qu'il était content. Elmsford House se trouvait du côté nord d'une place près de Grosvenor Street. À 6 heures du matin, elle ressemblait à une maison où il y avait eu un décès. Helena est restée de l'autre côté de la rue 1 minute avant d'entrer, car c'est une bonne habitude de regarder un endroit avant que l'endroit ne vous ait regardé. Les volets de tout le premier étage étaient fermés. Le heurtoir avait été retiré de sa charnière et posé sur le seuil. C'est ce que les gens font quand la famille est hors de la ville. Et la famille n'était pas hors de la ville. L'écurie se trouvait derrière, à travers une arche, dans une ruelle de bonnes briques grises, avec de la place pour 8 chevaux. Il y en avait 3. L'écurie de ville d'un duc en juin aurait dû être une petite industrie. Avec des palefreniers, des aides et un garçon pour les lampes. Celle-ci était balayée, calme et à moitié vide. Le palefrenier l'attendait sous l'arche, avec une lanterne dont il n'avait pas besoin, puisqu'il faisait jour. « Holkin, mademoiselle, a-t-il dit, je l'ai préparé, comme vous l'avez dit, mort de filet simple. Personne dans la cour. Quel est son nom? Absalom. Depuis combien de temps est-il comme ça? 4 ans et quelques mois. » Holkin s'est frotté la nuque. C'était le cheval personnel de Feu sa grâce. Il l'a porté 9 saisons sans un défaut. Il accepte la selle. Il se tient tranquille pour le maréchal Ferrand comme un agneau. Ce n'est donc pas son caractère, mais la bride, il ne la veut pas. Et si vous insistez, il se cabre. Et quand il redescend, il ne plaisante pas. Qui a essayé? Nous 4. Puis un homme de Newmarket qui a dit qu'il le calmerait en 15 jours. Sa méthode était un bâton entre les oreilles. Le visage de Holkin n'a pas changé. Sa grâce s'est tenue lui-même sous cette arche. Il a dit à l'homme de quitter les lieux dans le quart d'heure. Helena est allée au box et a regardé par-dessus la porte sans l'ouvrir. Le cheval noir se tenait au fond, l'arrière-train tourné, grand, simple et d'apparence honnête. Le genre de cheval qu'un homme lourd monte pendant 20 ans. Quand il l'a entendu, il a tourné la tête, a couché les oreilles et a continué à la regarder, bien après qu'un cheval calme serait retourné à son foin. « Apportez-moi un tabouret, a-t-elle dit, et puis allez prendre votre petit déjeuner. Mademoiselle? 1 heure, Monsieur Holkin. Je veux qu'il s'ennuie de moi avant de lui demander quoi que ce soit. » Elle s'est assise sur le tabouret à l'intérieur du box, la porte fermée, le mors de filet sur ses genoux. Elle n'a absolument rien fait pendant 40 minutes. C'est la partie du travail que personne ne paiera. Et c'est tout le travail. Elle ne l'a pas regardé. Elle a regardé le mur, la mangeoire, ses propres bottes, encore tachées aux orteils depuis Hanover Square. Le cheval s'est éloigné du fond du box par étapes, comme un homme méfiant traverse une pièce. Au bout des 40 minutes, il se tenait au-dessus d'elle. Les museaux dans ses cheveux, soufflant dans le col de sa robe. Elle l'a laissé faire. Quand elle a enfin bougé, elle a bougé lentement. Elle a posé sa main à plat sur l'épaule, l'a fait glisser le long de l'encolure, et s'est arrêtée exactement là où commençaient ses oreilles. Il s'est cabré comme si elle l'avait frappé. Helena était descendue du tabouret et contre le mur avant que les sabots avant ne retombent. C'est la seule compétence de ce métier qui ne peut être enseignée. Elle est restée le dos contre la brique, les paumes ouvertes, pendant que le cheval tremblait dans le coin, la tête aussi haute que la poutre. « Eh bien, a-t-elle dit après un moment, ce n'est donc pas le mort. » Elle a mis 20 minutes pour la partie suivante, faisant remonter sa main le long de l'encolure, centimètre par centimètre, parlant tout le temps de rien du tout. Le toit, le drain, le prix de l'avoine, son opinion sur l'homme de Newmarket. Quand ses doigts sont enfin arrivés sous le toupet noir, elle l'a senti.
Une crête de tissu dur, épaisse comme une corde à fouet, traversant la nuque entre les oreilles, là où repose la tétière d'une bride. Ancienne, bien cicatrisée, rien à voir de l'extérieur, parce que le toupet la couvrait. Et parce qu'un cheval qui ne veut pas qu'on lui touche la tête n'est pas un cheval dont on écarte le toupet. Quelqu'un t'a frappé, a-t-elle dit. L'oreille noire s'est tournée vers sa voix. Quelqu'un t'a frappé sur la nuque avec quelque chose de dur, et ça a mal cicatrisé. Et chaque bride depuis s'est posée sur l'endroit douloureux. Elle a gardé ses doigts là, très légèrement, et tu leur dis depuis 4 ans, dans le seul langage que tu as. Et ils te traitent de démon pour ça. Nous allons faire une très courte pause. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles histoires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Elle est sortie du box à 7 heures et a trouvé le duc d'Elmsford debout sous l'arche. Il portait une simple redingote avec de la boue sur le bas. Elle a eu la forte impression qu'il était là depuis la majeure partie de l'heure, et qu'il était resté immobile, ce qu'un homme sur 50 ne peut pas faire. Ce n'est pas un démon, a dit Helena. Il a une vieille blessure à la nuque. Quelque chose l'a frappé sur la tête entre les oreilles. Assez fort pour laisser une crête que l'on peut sentir avec 2 doigts. Chaque bride que vous lui avez mise depuis a appuyé dessus. Le duc n'a pas bougé. 4 ans, a-t-il dit. 4 ans. Helena est restée où elle était, le mors de filet sur l'épaule. Il y a eu 6 hommes dans cette cour avec ce cheval, madame, et je les ai tous payés. Et aucun d'eux n'a mis la main sous son toupet. Non, a dit Helena. Ils étaient tous occupés à découvrir ce qu'ils feraient. Personne ne lui a demandé ce qu'on lui avait fait. Il y a quelque chose qui arrive au visage d'un homme quand on lui donne, sans avertissement, une réponse qu'il n'attendait plus depuis des années. Ce n'est pas de la gratitude. La gratitude est une affaire plus lente. C'est plus proche du regard de quelqu'un soudainement placé dans une pièce qu'il connaît bien, mais ne peut situer. Le duc d'Elmsford a posé la main sur le mur de l'arche et a regardé le sol. Peut-on y remédier? Pas y remédier. Le contourner. Il n'acceptera jamais une tétière à cet endroit. Il lui faut donc une bride faite sur mesure qui porte le poids en avant. Ce que je peux dessiner pour votre sellier en 10 minutes. Ensuite, il doit apprendre qu'une bride n'est pas un coup. Elle a essuyé ses mains sur son tablier. 7 semaines, un cheval qui a été malmené et qui vient quand même vers le tabouret d'une étrangère a encore beaucoup de bon en lui. Vous êtes engagé pour 11 semaines, a-t-il dit. Je vous suis reconnaissant, mademoiselle Brangrove. Si un homme dans cette cour conteste l'une de vos instructions, vous me le direz, et il partira. Il s'est tourné pour entrer dans la maison. Votre grâce. Il s'est arrêté. Helena n'avait pas prévu de le dire. Elle avait prévu de le dire le dernier samedi de la 11e semaine. Avec l'argent en main et le portail derrière elle. Mon père a mis 400 livres dans la souscription de Blackneull, a-t-elle dit. Une charrette est passée dans la ruelle dehors, avec une roue qui avait besoin de graisse. Le duc est resté parfaitement immobile, le dos à moitié tourné. Puis il s'est retourné, et elle a vu que son visage s'était fermé. Exactement comme il s'était fermé à Hanover Square, quand la femme sur les marches avait dit son nom. Silas Brangrove, a-t-il dit. 400 livres, le 9 juin de l'an 10. Helena a senti le froid monter le long de ses bras. Vous le savez par cœur. Je les connais tous par cœur. Il l'a dit platement, sans aucune pitié, ce qui était en quelque sorte pire que la pitié. Il y en a 219. Je pourrais commencer par le haut et descendre, et vous donner la somme et la date de chacun. Ce n'est pas une vertu, madame. C'est seulement ce qui arrive à une liste qu'un homme lit trop souvent. Alors dites-moi clairement, avez-vous pris l'argent de mon père? Le nom de mon père est sur l'obligation, a dit le duc d'Elmsford. Il a attendu un moment, comme pour lui donner le temps d'entendre ce qu'il avait dit. Puis il est entré dans sa maison et a fermé la porte. Helena est restée dans la cour vide, le mors de filet de son père sur l'épaule. Elle a retourné la phrase 2 fois, cherchant l'usure, comme elle l'aurait fait avec une chaussure. Ce n'était pas un déni, ce n'était pas non plus un aveu. C'était la réponse d'un homme qui a décidé il y a longtemps exactement quel mot il est autorisé à dire, et qui n'a jamais, en 5 ans, dit un mot de plus. Elle est venue 4 matins par semaine après cela, toujours à 6 heures et généralement partie à 9 heures. La saison ne commençait pas avant 11 heures dans ce quartier de Londres. Donc personne avec une carte de visite en main n'a jamais vu la fille du maître d'équitation entrer ou sortir par l'arche. Absalom a accepté un rouleau de cuir rembourré sur son nez le 5e matin sans protester. Le 9e,
Elle lui a mis une sangle derrière les oreilles avec une peau de mouton cousue autour. Il a tremblé du garrot jusqu'à l'arrière-train, mais il est resté immobile. Elle a appris à connaître la maisonnée par les petits détails. C'est la seule façon honnête d'apprendre à connaître une maisonnée. Il y avait 4 domestiques d'intérieur, là où il aurait dû y en avoir 14. Le grand lustre dans le hall d'entrée était posé sur le sol dans un sac en toile, parce qu'il n'y avait plus personne pour le hisser. Et il n'y avait pas de carte de visite sur la table du hall, pas une seule. Elle avait regardé, comme n'importe qui l'aurait fait. Le 11e matin, elle a rencontré sa tante. Il pleuvait assez fort pour la retenir dans la sellerie pendant une demi-heure. Madame Soden, la gouvernante, est sortie avec un parapluie. Elle a dit que Lady Philadelphia désirait voir la jeune femme de l'écurie. Lady Philadelphia Mayburn avait 74 ans. Sœur du défunt duc, elle vivait dans le petit salon depuis l'année de Waterloo. Elle était petite et droite, avec un bonnet noir et de nombreuses bagues sur des mains qui s'étaient amincies sous elle. Il y avait une table de jeu devant elle avec une patience étalée et un feu en avril. « Venez ici que je puisse vous voir », a-t-elle dit. « Je suis sourde de l'oreille gauche et je ne me laisserai pas crier dessus. Asseyez-vous. Vous êtes la cavalière qui a pris le bras de mon neveu à Hanover Square. Helena Branggrove, milady. » Devant les maces et beaucoup d'autres personnes qui n'ont rien d'autre à faire de la journée que de se raconter des choses. La vieille dame a retourné une carte et l'a examinée. « Savez-vous ce qui s'est passé dans cette maison le lendemain matin? Rien. Personne n'a appelé. Personne n'a écrit. Personne n'a même envoyé demander si le cheval avait survécu. Helena était assise, les mains mouillées sur ses genoux, et ne disait rien, car la vieille femme allait clairement quelque part. On vous a parlé du bal, je suppose. Le maréchal Ferrand me l'a dit. Le maréchal Ferrand? Lady Philadelphia a eu un petit rire sans amusement. C'est là que l'histoire de cette famille est conservée maintenant. C'était le 14 mai de l'an 13, à Kingston House, 11 semaines après l'enterrement de mon frère. Desmond ne voulait pas y aller. Je l'ai forcé à y aller. J'ai dit qu'un homme qui se cache est un homme qui consent. Ses mains étaient parfaitement immobiles sur la table. Je ne suis arrivé à aucune conclusion confortable à ce sujet. Alors continuons. Que lui a-t-elle dit? Personne n'a entendu. C'est là toute la question, ma chère. Elle l'a laissé la conduire sur la piste. Elle a laissé le quadrille se former et les violons commencer, et tous les regards dans cette pièce se poser sur eux. Puis elle a retiré sa main de son bras, a dit 6 ou 7 mots que personne n'a entendus, et est sortie. La vieille dame a retourné une autre carte. C'est une chose que je n'aurais pas pu faire à 19 ans. Et c'est le seul crédit que je peux lui accorder. Lady Carrington, elle était Evelyn Fernal à l'époque, mariée depuis 4 mois à un baronnet, avec 12 000 livres par an. Et son père avait été le secrétaire particulier de mon frère pendant 28 ans. La bouche de Lady Philadelphia s'est amincie. Voilà tout le mécanisme. Beaucoup de misère repose généralement sur très peu de mécanisme. Et elle croit que sa grâce a ruiné son père. Elle le dit dans tous les salons de Londres depuis 5 ans. Et elle le dit magnifiquement. La vieille femme a levé les yeux. Elle dit que la souscription de Blacknell était une fraude de mon frère, et que lorsque le monde a voulu un nom, c'est celui de son père que la famille a mis en avant. Elle dit qu'il a été renvoyé sans référence, et qu'il en est mort. Est-ce que quelque chose de tout cela est vrai? Il n'a pas été renvoyé. Il a quitté cette maison en novembre de l'an 11 de son propre chef, au milieu de la nuit, n'emportant avec lui qu'une valise. Lady Philadelphia a retourné une autre carte et a semblé se désintéresser du jeu. Au-delà de cela, je ne sais absolument rien, car mon neveu ne m'a jamais, en 5 ans, dit un mot à ce sujet. Et j'ai cessé de demander, ce dont j'ai honte. Helena a dit prudemment, « Votre frère était-il un homme malhonnête? » « Mon frère, a dit Lady Philadelphia, était un homme gentil, vaniteux, paresseux et affectueux. Il n'a jamais de sa vie lu un journal jusqu'au bas de la 2e page. Il signait ce qu'on lui mettait devant lui. Il était fier de son écriture. Il avait une grande manière ample avec son nom et s'y exerçait depuis son enfance. Et dans les 2 dernières années de sa vie, il ne pouvait plus rien signer du tout à cause de la crise. Alors on le faisait pour lui. Fait pour lui? A répété Helena, par son secrétaire, avec une croix et un témoin, ce qui est parfaitement légal et se fait dans la moitié des grandes maisons d'Angleterre. La vieille dame l'a regardé vivement. « Pourquoi vous penchez-vous en avant comme ça? »« Pour aucune raison, milady, » a dit Helena, qui s'était penchée en avant et qui s'est maintenant forcée à se redresser.
Elle n'a pas bien dormi cette nuit-là. La date sur l'obligation de son père était le 9 juin 1810, et elle ne savait pas encore quand la crise avait eu lieu. Elle a constaté qu'elle ne voulait pas demander. Mai est arrivé, chaud. Les platanes le long des grilles du parc sont passés du nu au vert, en ce qui a semblé être 9 jours, et la saison s'est refermée sur Londres comme de l'eau sur une pierre. Les matinées d'Helena ont pris une forme. Elle venait à 6 heures et travaillait Absalom pendant 1 heure avec la nouvelle bride. Le sellier l'avait fabriquée d'après son dessin, avec une large sangle rembourrée qui reposait 10 cm en avant de l'ancienne blessure. Le deuxième jeudi, le cheval noir a accepté le tout sur ses oreilles en un seul mouvement. Il a soupiré comme un homme s'asseyant après une longue journée, et il est resté là, attendant qu'on lui dise ce qui venait ensuite. Hulkin s'est détourné et s'est mouché avec une violence inutile. Le troisième lundi, le duc l'a monté dans le parc à 6 heures. 2 tours de l'allée vide, avec Helena à ses côtés sur la jument grise. Rotten Row à 7 heures n'appartient à personne. Il y avait 2 palefreniers exerçant une paire à l'autre bout. Un homme ratissant le sable, une femme avec une brouette de lait à l'extérieur des grilles. Ils regardent tout. Le duc a dit qu'il s'amusait. Laissez-le regarder. Mon père l'amenait ici à 7 heures. Il disait que le parc le matin était la seule partie de Londres qui valait la peine d'être possédée. Il a avancé de quelques pas. Je n'ai pas monté ce cheval depuis 4 ans. Je pensais que je ne le ferais plus jamais. Pourquoi ne l'avez-vous pas vendu? Parce qu'il n'a rien fait de mal. Helena a regardé droit devant, entre les oreilles de la jument. Il y a beaucoup d'hommes qui n'auraient pas pu dire ça. Beaucoup qui l'auraient fait abattre et en auraient acheté un plus calme. Vous pouvez dire le reste, madame. Vous n'êtes pas obligée d'être délicate avec moi. Personne d'autre en Angleterre ne l'est. J'allais dire qu'un homme qui ne vend pas un cheval parce que le cheval n'a rien fait de mal est un étrange genre d'homme pour avoir volé 219 personnes. 221, a-t-il dit. 2 d'entre eux ne sont pas sur la liste imprimée. Et c'est tout ce qu'il a dit. C'était toujours tout ce qu'il disait. Elle en est venue à connaître la forme de ce silence, de la même manière qu'elle connaissait la forme de sa propre cour dans le noir. Et lentement, contre son propre jugement, elle a commencé à être certaine de quelque chose. Ce n'était pas le silence d'un homme coupable. Les hommes coupables s'expliquent. Elle avait grandi dans un métier qui en était plein. Un homme qui vous a vendu un cheval qui siffle parlera pendant 20 minutes de la météo dans le box. Le duc n'expliquait jamais rien. Il était ponctuel et sec. Et il remarquait ce qu'elle faisait de ses mains sans jamais lui dire comment le faire. Il connaissait les noms des 4 domestiques restants dans sa maison et demandait des nouvelles de la sœur de Madame Soden à Bath, d'une manière qui montrait clairement qu'il l'avait demandé la semaine précédente aussi. Il portait une redingote qui avait été retournée par un tailleur. Ce qu'Helena, qui pouvait estimer le prix d'un vêtement à 12 mètres, trouvait remarquable pour un duc. Il ne flirtait pas, il ne complimentait pas. Une fois, alors qu'elle montait un cheval qui avait fait tomber 2 hommes ce printemps-là, il a dit « C'est un animal de très mauvaise humeur et vous avez l'air extrêmement satisfaite. » Et quelque chose dans sa poitrine a tourné comme une clé. Watt est venu avec elle un samedi, parce qu'il y avait une charge de foin à déplacer et que le garçon ne voulait pas être laissé seul. Le duc traversait la cour avec une lettre à la main. Il s'est arrêté quand il a vu le garçon, qui se tenait contre le mur, se rendant invisible. Ce qui était le grand talent de Watt. « À qui est-ce? À moi, votre grâce, » a dit Helena. « Watt. Il travaille à la cour. »« Watt? Watt. Juste Watt, » a dit le garçon. « Alors il faudra que ça suffise. » Le duc a tendu la main comme si le garçon était un homme de 40 ans. « Vous avez beaucoup de foin à déplacer, et il va pleuvoir avant midi. Ne la laissez pas porter les charges. Elle le fera si vous la laissez faire. » Watt a serré la main d'un duc et n'a pas retrouvé l'usage de la parole pendant plusieurs heures. Plus tard dans la ruelle, Hulkin a dit qu'il avait le même âge que ça quand sa mère est morte. Il n'a pas élaboré et Helena n'a pas demandé. Et ils ont continué à attacher des filets à foin en silence. C'est le dernier jour de mai qu'elle est allée à Fetter Lane avec 2 questions en poche. La première concernait l'hypothèque. Elle avait rédigé une proposition en bonne et due forme. Les intérêts payés trimestriellement, 100 livres de moins sur le principal à la Saint-Michel. Si le client laissait les 600 livres rester 2 ans de plus, la seconde concernait les 40 livres. Elles étaient arrivées chaque année depuis l'an 13. 10 livres par trimestre, versées sur le compte de son père par l'intermédiaire d'un avoué, et décrites dans le livret de banque de la main soignée d'un clerc.
pour le secours des souscripteurs à l'entreprise de Blacknall. Son père avait supposé un comité des souscripteurs eux-mêmes. Il l'avait dit une fois avec satisfaction, comme preuve que les hommes honnêtes s'occupent les uns des autres. Monsieur Noé était un homme confortable de 60 ans, avec des lunettes poussées sur son front et une pièce pleine de boîtes en fer blanc avec des noms peints dessus. Il a lu la proposition 2 fois, s'est mordu la lèvre, et a dit qu'il la soumettrait au client, mais qu'il ne pouvait nourrir aucune attente. Alors puis-je connaître le nom du client? Vous ne le pouvez pas, mademoiselle Brangrove. C'est une chose que je garde depuis 40 ans. Il l'a dit gentiment. Je vous dirai ceci, car cela ne viole rien. L'hypothèque a été achetée au début de mars, aux personnes qui la détenaient depuis l'époque de votre père, pour la somme totale, sans aucune négociation. Le début de mars, 6 semaines avant Hanover Square, et le fonds pour les souscripteurs de Blacknall, a dit Helena. Qui paye cela? Monsieur Noé a descendu ses lunettes de son front, ce qu'elle a compris comme un geste sérieux. Les paiements sont effectués à partir d'un fonds privé. La source ne doit être communiquée à aucun bénéficiaire en aucune circonstance. Et on m'a dit ce qu'un bénéficiaire doit se voir dire s'il demande, que ce n'est pas de la charité, que ce n'est pas un don, que rien n'est attendu en retour. 221 personnes, a dit Helena. Monsieur No l'a regardé par-dessus ses lunettes pendant un assez long moment. Je n'ai pas dit de nombre, mademoiselle Brangrove, a-t-il dit. Elle est revenue le long de Fleet Street, dans le bruit des charrettes, faisant des calculs. 10 livres par trimestre, 221 personnes. 8840 livres par an. Il n'y avait personne en Angleterre qui payait autant en secret. Sauf si quelque chose allait très mal, ou très bien. Lady Carrington est venue à Coolwick Mews le 4 juin, dans une barouche avec 2 valets de pied. La voiture remplissait la ruelle d'un mur à l'autre. Ned a dû faire reculer un cheval dans un box pour laisser passer les roues. Watt se tenait dans l'embrasure de la porte de la sellerie, la bouche ouverte, jusqu'à ce qu'Helena le pousse du coude. Elle est descendue des marches comme une femme entrant sur sa propre terrasse. 27 ou 28 ans, en lilas et bleu foncé, extrêmement belle. Elle avait une façon de regarder autour d'elle qui prenait tout en compte et admirait les parties qui le méritaient. Mademoiselle Brangrove, je suis Lady Carrington. Ne vous excusez pas pour la cour. C'est la cour la plus propre dans laquelle je me sois jamais tenu, et je m'en suis tenu dans beaucoup. Elle a retiré un gant. Je veux que la fille de ma sœur apprenne à monter. Et on m'a dit qu'il n'y a nulle part à Londres où un enfant nerveux est correctement instruit, sauf ici. 4 leçons par semaine pendant 6 semaines dans votre manège couvert. Payez d'avance, car je déteste devoir de l'argent aux commerçants. C'était au prix qu'Helena facturait, 18 livres. Vous avez été très courageuse cette nuit-là sur la place, a poursuivi Lady Carrington. Tout le monde le dit, et très malchanceuse dans votre compagnie. Je n'ai pas pensé à la compagnie. Je pensais au cheval. Non, j'en suis sûr. C'est ce que je leur ai dit à tous. Elle a retiré l'autre gant et a regardé Helena avec une expression de préoccupation si ouverte et chaleureuse qu'Helena, préparée à toute autre chose, en a été désarmée. Ma chère, puis-je être impertinente, puisque nous ne sommes ni l'une ni l'autre dans un salon? Les gens disent que vous allez à Elmsford House 4 matins par semaine. C'est exact. Ils me payent 2 guinées par semaine pour mettre une bride à un cheval. Et est-il gentil avec vous? La question était si loin de ce à quoi elle s'attendait qu'Helena a mis une seconde à réagir. Il est poli, a-t-elle dit. Il paye le samedi. Oui, il est toujours très correct avec l'argent maintenant. Lady Carrington l'a dit doucement, sans aucune méchanceté, et cela a pénétré plus profondément pour cette raison. Elle a regardé le long de la cour, les 9 box, le toit qui fuyait du manège. Mon père a été le secrétaire de son père pendant 28 ans. Il a porté les registres de cette famille, leurs lettres et leurs péchés. Et quand l'affaire s'est effondrée, c'est lui qu'ils ont jeté au chien. Il est mort dans une pension. J'avais 19 ans, un souffle. Je vous le dis parce que vous avez 22 ans, avec une entreprise qui dépend entièrement de la respectabilité de votre nom. Et il y a une histoire qui circule à Mayfair en ce moment, que le duc d'Elmsford s'est acheté une dresseuse de chevaux qui n'en sait pas plus. La ruelle était très calme. Ned avait cessé de bouger. Ce n'est qu'un homme, a dit Lady Carrington, qui a enfin découvert qu'il y a une femme en Angleterre qui prendra son bras, et qui ne peut pas se permettre de refuser. Elle a remis son gant. Les leçons tiennent, quoi que vous décidiez pour le reste. Mercredi.
si cela vous convient. Et les 18 livres arriveront demain matin, parce que je l'ai dit. La barouche s'est éloignée dans la ruelle, avec beaucoup de soin, et une petite éraflure sur la roue droite. Helena n'était pas idiote. Elle savait parfaitement qu'elle venait d'être manipulée par une experte. Elle pouvait nommer les mouvements au fur et à mesure qu'ils passaient. Le compliment, la confidence, l'argent payé d'avance, l'appel à son intérêt, la dernière phrase douce avec la lame dedans. Et pourtant, sous tout cela, il y avait eu quelque chose qu'aucun expert ne peut contrefaire. Helena lisait exactement cette chose chez les animaux et les hommes depuis l'âge de 6 ans. Le chagrin de la femme était réel. Elle est allée dîner ce soir-là avec les deux moitiés de l'histoire se heurtant dans sa tête. Un homme qui gardait un cheval qu'il aurait pu faire abattre. Une femme qui pleurait son père dans une cour d'écurie. Et l'un d'eux, d'une manière ou d'une autre, mentait. Elle l'a trouvé elle-même dans sa propre sellerie le 12 juin. Et elle ne le cherchait pas. Elle cherchait de l'argent. La Saint-Jean était dans 12 jours. Elle avait passé 3 soirées à fouiller la boîte à actes pour tout ce qui pourrait être transformé en 600 livres. Son père n'avait rien jeté en 30 ans. Il y avait des liasses de factures acquittées, attachées avec du ruban. Une liasse par an, remontant à avant sa naissance. Elle a dénoué l'année 9 et l'a étalée sur la table de la sellerie sous la lampe. Les Brangrove avaient gardé les chevaux de carrosse de la moitié de ce quartier de Londres. Et chaque trimestre, le compte était récité par celui qui tenait les livres de la maisonnée. Voici les Mardley. Voici un évêque. Ici, dans une série, 4 factures par an pendant 5 ans, c'était Elmsford House. Reçu le 25e jour de mars 1809, de sa grâce le duc d'Elmsford, la somme de 61 livres pour le fourrage et le foin. Et en dessous, d'une main forte et bouclée, Fernal, secrétaire de sa grâce. Helena est restée à regarder cette signature pendant peut-être 1 minute. Puis elle a monté l'escalier extérieur 4 à 4. Elle est redescendue avec la boîte en fer blanc. Elle a posé l'obligation de son père à plat sur la table à côté du reçu, avec la lampe entre les deux. Souscription pour l'amélioration de Blacknall, le 9 juin 1810. 400 livres sterling. Et au bas, le seul mot ample, Elmsford. Le E était le même. Pas similaire, le même. Un grand E en boucle qui commençait sous la ligne, montait, tournait et se fermait sur lui-même avec un petit crochet comme le début d'un nœud. Le F au milieu était barré bas, presque au pied de la hampe, ce qu'aucun maître d'écriture en Angleterre n'a jamais enseigné. Le D final tombait vers la droite et s'arrêtait net. Elle a sorti l'année 10 et l'année 11. Elle a aligné tous les reçus d'Elmsford qu'elle avait sur la table. Et elle était toujours là à 2 heures du matin, la lampe se consumant. 22 reçus, une obligation, une seule main. Un secrétaire peut signer pour son maître. Helena le savait. Son propre père avait signé pour la cour quand son grand-père n'en était plus capable. Mais il signe en tant que ce qu'il est. Il écrit par procuration, ou pour sa grâce, ou il met son propre nom en dessous, comme Abel Fernal l'avait fait sur 22 factures de foin, sans la moindre tentative de dissimulation. Il ne l'avait pas fait sur l'obligation. Sur l'obligation, il n'y avait rien d'autre que le nom d'un homme qui ne pouvait pas tenir une plume. Helena était dans la ruelle d'Elmsford House à 6h moins 10, la boîte en fer blanc sous le bras, et elle n'a pas enlevé son chapeau. Le duc est sorti de la maison à son heure habituelle et s'est arrêté en voyant son visage. « Entrez », a-t-il dit. Elle n'avait jamais dépassé la porte de l'écurie auparavant. Il l'a conduite à travers un passage en pierre et dans une petite bibliothèque à l'arrière de la maison. Une table, 2 chaises, un mur d'étagères avec des vides où des livres avaient été vendus. Helena a posé l'obligation de son père et le reçu de mars 1809 à côté. Puis elle s'est assise, car ses jambes commençaient à devenir peu fiables. Regardez le E. Il n'a pas regardé le E. Il l'a regardé pendant un long moment. Quelque chose a disparu de son visage qui y était à chaque heure où elle l'avait connu, et qu'elle n'avait jamais vu absent. 22 factures de foin, a-t-il dit enfin, dans une cour d'écurie à Marylebone. Sa voix est sortie plus stable qu'elle ne l'attendait. Votre grâce, qui a écrit l'obligation de mon père? Le duc d'Elmsford s'est assis en face d'elle. Il a posé ses mains à plat sur la table. Et lui a dit, dans les mots les plus simples qu'elle ait jamais entendus à propos de quoi que ce soit. Abel Fernal l'a écrite. Il a écrit chaque obligation de la 2e émission.
ce qui représente 11 400 des 14 000. Mon père a signé la première émission lui-même en janvier de l'an 10. C'était une entreprise honnête à l'époque. En avril, il a eu une crise. Il n'a plus jamais écrit son nom. Il a vécu jusqu'en février de l'an 13. Il pouvait faire une croix sur un papier avec sa main gauche, et c'était tout. Et Fernal a continué à émettre des obligations pendant 18 mois. Pourquoi? Parce qu'il était déjà dans le pétrin, et l'était depuis 2 ans. Le duc l'a dit sans chaleur. Il avait mis 4000 livres de sa poche dans une compagnie d'assurance qui a fait faillite en l'an 8, et une femme qui a été malade 6 ans et est morte en l'an 11. Il a commencé par emprunter sur la souscription pour payer les intérêts de la souscription. C'est comme ça qu'ils commencent tous. À l'automne, il couvrait 3 trous avec 2 pelles. Et en novembre, il est sorti de cette maison au milieu de la nuit avec un seul sac. Et votre père? Pour la première fois, le duc a détourné le regard. Mon père l'a découvert en octobre de l'an 11, 1 mois avant que Fernal ne s'enfuit. Il y a une lettre dans cette boîte à l'étage, de la propre main de mon père, sa main gauche. 4 mots par ligne. Ça lui a pris 15 jours. Il dit à Fernal qu'il sait, qu'il ne le fera pas arrêter, et qu'il doit descendre à Blacknewell pour qu'il trouve un moyen de réparer les choses entre eux. Et a-t-il réparé les choses? Il n'a absolument rien fait. Il avait peur, était malade, avait honte. L'homme était avec lui depuis 28 ans, et il l'aimait. La voix du duc n'a pas changé du tout. Alors mon père est resté à Blacknewell pendant 15 mois, avec 221 personnes ruinées sur sa conscience, et son propre nom sur chaque obligation. Il n'a rien remboursé, puis il est mort. C'est la vérité sur mon père. Et ce n'est pas beaucoup mieux que la vérité que le monde raconte. Le jardin était plein de lumière matinale. Quelque part en dessous d'eux, un seau a heurté les dalles. Vous aviez 25 ans. J'avais 25 ans et j'étais assis dans cette pièce en mars de l'an 13, avec cette boîte ouverte devant moi. Il a tourné la tête vers elle. Savez-vous quelle est la peine pour avoir contrefait le nom d'un noble sur un titre? Non. La mort, a dit le duc d'Elmsford. Ce n'est pas une chose qui est tombée en désuétude, madame. Ils ont pendu un homme à Newgate en l'an 16 pour un billet à ordre contrefait. Et 3 l'année d'avant. Et l'un d'eux avait 68 ans. Les mains d'Helena se sont refermées sur le bord de la table. Il est vivant, a-t-elle dit. Il est vivant. Il a 71 ans et est aveugle depuis 3 ans. Il vit dans 2 pièces près de Leadbury Street à Clerkenwell, sous le nom de Fenwick, avec une femme qui vient faire le ménage pour lui. Le loyer, le charbon, le médecin, tout est payé par moi, et ce depuis 5 ans et 4 mois. Vous l'entretenez. Je l'entretiens. Il a accepté. Et chaque trimestre, je paye 10 livres à chacune des 221 personnes. Sur un domaine qui ne peut pas se le permettre. Blacknewell est fermé depuis l'an 14. Le bois a été vendu en 15. Les tableaux sont allés chez un marchand à Pall Mall, et les diamants de ma mère avec. Et il ne reste plus rien à vendre dans cette maison que le toit. Il l'a dit comme un homme qui lit une liste de provisions. La dette sera remboursée en l'an 29, si je vis. Et pendant tout ce temps, a dit Helena lentement, vous n'avez jamais dit un mot. Quel mot? Pour la première fois, il y avait quelque chose sous la platitude, et c'était très fatigué. Pour laver mon nom, je dois produire cette boîte. Au moment où je la produis, il y a un mandat d'arrêt pour Abel Fernal, et ils le trouveront, car un homme aveugle de 71 ans ne va pas loin. Et puis, il y a un procès. Et puis, dans le cours normal de la justice anglaise, il y a une corde. Il a volé 221 personnes. C'est vrai. Il les a volés pour payer les médicaments de sa femme et sa propre folie, ce qui ne rend pas les choses meilleures, seulement plus tristes. Il a regardé ses mains, et il a une fille. Helena savait que ça allait arriver depuis 3 phrases. Et pourtant, ça l'a traversé comme de l'eau froide. Lady Carrington, a-t-il dit, avait 19 ans, mariée depuis 4 mois dans une famille qui l'aurait rejetée comme un petit poisson. Si je parle, non seulement elle perd son père à la potence, elle devient la fille d'un faussaire pendu dans une maison où ils ne l'accepteront pas. Avec 2 enfants qui porteront ce fardeau. Il s'est levé et est allé à la fenêtre. Voilà donc mon choix, très clairement exposé. Et je l'ai fait chaque matin pendant 5 ans. Mon nom ou le cou du vieil homme et le nom de ses enfants. Et je trouve chaque matin que je peux continuer à vivre sans le premier. Elle a passé 5 ans à vous détruire. Oui,
Elle se tenait dans ma cour il y a 9 jours et pleurait sur la tombe de son père. Et il n'y a pas de tombe. Non, a-t-il dit, il n'y en a pas. Sait-elle qu'il est vivant? Le duc d'Elmsford est resté silencieux si longtemps qu'elle a cru qu'il ne répondrait pas du tout. Je lui ai écrit en juin de l'an 13, une seule lettre. Je lui ai dit où était son père, et qu'il ne manquait de rien. Si elle souhaitait le voir, une voiture serait à sa porte à toute heure qu'elle nommerait, avec personne dedans sauf le cocher. Il s'est retourné. Elle n'a jamais répondu. Elle n'est jamais venue. Et en 5 ans, elle a dit à de nombreuses salles pleines de gens que son père était mort dans une pension. C'est la seule partie que je n'ai jamais pu pardonner. J'ai essayé. Helena est allée à Clerkenwell le lundi. Elle s'est donné plusieurs raisons sensées en chemin. Aucune d'elles n'était la vraie. La vraie était qu'on lui avait raconté une histoire par 2 personnes maintenant. Et elle avait passé toute sa vie à refuser de croire quoi que ce soit sur un animal avant d'y avoir mis sa propre main. Ledbury Street était étroite et propre, et sentait la brasserie. La femme qui a ouvert la porte avait de la farine sur les poignets. Elle a regardé Helena avec la suspicion franche d'une personne à qui on a dit de n'attendre personne. « Je viens du fond », a dit Helena. C'était le premier mensonge qu'elle avait dit en 1 an, et il a fonctionné immédiatement. Le vieil homme était assis dans un fauteuil près de la fenêtre, dans une pièce au sol frotté. 3 livres qu'il ne pouvait pas lire. Un canari dans une cage, accroché par quelqu'un là où la lumière tomberait dessus. Il était mince et très propre, avec une cravate nouée proprement sous son menton. Il a tourné toute sa tête vers la porte, à la manière des aveugles. « Madame Betts, est-ce le charbon? C'est une jeune dame du gentleman qui s'occupe de vous, monsieur. » Ah! Il a tendu la main, paume en l'air, et Helena l'a prise, car il n'y avait rien d'autre à faire. « Asseyez-vous, ma chère. Il y a une chaise à votre gauche. Je crains de ne rien pouvoir vous offrir. Je n'ai pas réussi à trouver le thé depuis jeudi. Ce qui est une piètre confession de la part d'un homme qui a tenu des comptes pendant 28 ans. Il était charmant. C'était la chose à laquelle elle ne s'était pas préparée. Helena s'est assise et lui a posé les questions que l'on pose. Les pièces, la femme, le médecin, le charbon. Il a répondu à toutes avec la prudence d'un vieil homme. Il lui a demandé 2 fois si elle avait assez chaud. Puis il a dit, « Vous pouvez leur dire que la réponse est la même. »« Monsieur, ils envoient quelqu'un 2 fois par an. » Il a souri légèrement en direction de la fenêtre. « Il y a un papier rédigé depuis 4 ans. Un clerc l'apporte et me le lit. Je dois dire ce que j'ai fait et comment je l'ai fait. Et il doit être gardé scellé et publié quand je serai mort. » Ses mains ont bougé sur les bras du fauteuil. Et je dis non. Chaque fois, je dis non. Car s'il est publié 15 jours après mon enterrement, ce sera toujours la quinzaine pendant laquelle ma fille devra entrer dans une pièce pleine de gens qui l'ont lu. Helena ne pouvait plus parler du tout. « Je sais ce que je suis », a dit Abel Fernal assez agréablement. « J'ai pris l'argent de gens qui faisaient confiance à un nom. Et je me suis dit pendant 18 mois que je le remettrais avant que quiconque ne soit blessé. C'est ce que chaque homme se dit. Il y avait un maître d'équitation à Marybonne qui est venu à la maison en l'an 12. Il se tenait dans le hall. Je n'ai pas voulu le voir. Je me suis assis de l'autre côté de la porte et je l'ai entendu demander 3 fois s'il y avait eu une erreur avec ses 400 livres. Le canari a parcouru son perchoir et est revenu. « Je n'ai jamais su ce qu'il est devenu », a dit le vieil homme. Helena s'est levée. Elle tremblait si fort qu'elle a dû poser la main sur le dossier de la chaise. « Il est mort, monsieur », a-t-elle dit. C'était il y a 2 ans. Il a gardé la cour jusqu'à la fin, et il n'a jamais dit à personne combien il avait perdu. Abel Fernal n'a pas bougé pendant un long moment. Puis il a baissé la tête. « Merci », a-t-il dit. « Vous ne me croirez pas, mais je préfère savoir. » Elle n'a rien dit sur qui elle était. Elle était presque à la porte de la rue quand il a parlé à nouveau, précipitamment, comme s'il le retenait depuis longtemps. « Va-t-elle bien, ma fille? Ils ne me disent rien, et je n'ai pas le droit de demander, et je demande à tout le monde. »« Elle va bien, » a dit Helena. Puis elle est sortie dans Ledbury Street. Elle est restée au soleil près d'une charrette de brasseur, la main sur la bouche, jusqu'à ce qu'elle puisse marcher à nouveau. La lettre d'Ilsley et Noé est arrivée le mercredi. Le client refusait la proposition. Le client exigeait la totalité des 600 livres à la Saint-Jean, le 24e jour de juin courant. Faute de quoi, possession serait prise des locaux connus sous le nom de Brangrove's Yard. Et au bas, de la main d'un clerc, une ligne que M. Noé avait manifestement détesté écrire. «
Le client désire en outre que je dise que mademoiselle Bromgrove peut se présenter chez elle, à Kingston House, à toute heure le vendredi. L'affaire pourra alors être arrangée à la satisfaction des deux parties. Helena l'a lu 3 fois, puis elle s'est tenue au milieu de sa propre cour, dans l'odeur de foin et de briques humides. Elle a regardé à travers l'embrasure de la porte le clou dans la sellerie avec le mort de filet de son père dessus. C'est donc comme ça qu'elle compte s'y prendre, pensa Helena. Carrington House se trouvait à Hanover Square, à 4 portes de chez Lord Mardley. Le salon du premier étage était la plus belle pièce où Helena se soit jamais tenue. « Asseyez-vous », a dit Lady Carrington. « Vous ne le ferez pas, mais asseyez-vous quand même. Je ne vais pas apprécier cela, et j'aimerais que ce soit court. Alors pourquoi avez-vous acheté mon hypothèque en mars? Parce qu'en mars, j'ai entendu dire qu'on avait demandé à la fille d'un dresseur de chevaux de Culwick Mews de se rendre à Elmsford House. Je me suis fait un devoir depuis 5 ans de savoir ce que cet homme fait avant qu'il ne le fasse. Elle a versé 2 tasses de thé et en a poussé une vers Helena, qui n'y a pas touché. Vous constaterez que je vais être parfaitement honnête avec vous, ce à quoi personne ne s'attend jamais. Dites-le alors. 600 livres ne sont rien pour moi. J'annulerai l'hypothèque. Au-delà de cela, j'achèterai la pleine propriété de votre cour, qui, me dit-on, peut être obtenue pour 800 livres, et je vous la céderai entièrement. Lady Carrington a posé la théière. Vous seriez, à 22 ans, la seule femme à Londres à posséder son propre commerce. Personne ne pourrait jamais vous en chasser. En échange de quoi? D'une lettre, 4 lignes. Que vous avez été engagé par le duc d'Elmsford à 2 guinées par semaine, que ces gens sont venus vous voir sans que vous le demandiez, et que vous avez trouvé la situation inappropriée et que vous l'avez quittée. Vous n'avez pas besoin de mentir. Chaque mot sera vrai d'ici vendredi si vous partez vendredi. Ce n'est pas pour ça que vous la voulez. Non, ce n'est pas ça. Pendant un moment, l'aisance a disparu, et ce qui se trouvait en dessous n'était pas cruel. C'était fatigué, dur et vieux d'environ 100 ans. Je la veux parce qu'il porte cette cour à vous depuis 5 ans. Il paye vos impôts, enterre votre père grâce à un fonds qu'il appelle secours. Il achète la seule chose en Angleterre qu'il ne peut obtenir autrement, c'est-à-dire une femme qui se tiendra à ses côtés en plein jour. Il n'a pas le droit d'être racheté, mademoiselle Bromgrove. Ni par vous, ni par personne. Helena s'est levée. Il vous a offert une voiture, a-t-elle dit, en juin de l'an 13, pour vous emmener chez votre père. Et vous n'y êtes jamais allé. La tasse s'est renversée. Elle n'a pas été jetée. Sa main a simplement cessé de savoir ce qu'elle faisait. Le thé s'est répandu sur la table et sur le tapis, et aucune d'elles n'a bougé pour l'arrêter. « Sortez », a dit Lady Carrington très doucement. « Pas encore. » Helena a posé ses mains sur le dossier de la chaise. « Vous donnez un bal le 24, c'est exact. Et vous avez mis la main sur quelque chose. Un livre, une liste de ce qu'il a payé trimestre par trimestre pendant 5 ans. Elle le savait depuis le mot secours, et elle a vu la confirmation traverser le visage de l'autre femme comme une ombre sur un champ. Vous avez l'intention de le montrer dans cette pièce, devant tout le monde, et de dire, regardez ce qu'il a payé pour les faire taire. Un homme coupable achetant 200 personnes. Vous n'aurez pas à dire un mot de plus, car la salle fera le reste. Lady Carrington était devenue très pâle, mais elle n'a pas nié une seule syllabe. Vous devriez venir, a-t-elle dit. On vous enverra une carte. J'aimerais que vous voyiez ce qu'il est. Je viendrai, a dit Helena. Elle le lui a dit ce soir-là dans la ruelle. Debout près de la porte du box d'Absalom, le menton du cheval noir sur son épaule. Le duc d'Elmsford a tout écouté sans une seule interruption. Alors c'est fini, a-t-il dit de la voix d'un homme lisant un baromètre. Ce n'est pas fini. Elle a une liste de paiements. Cela ne prouve rien, sauf que de l'argent est sorti de cette maison. Mademoiselle Bromgrove, a-t-il dit doucement, et c'est ainsi qu'elle a su. Pendant 5 ans, une seule chose a empêché qu'un certain type d'histoire soit racontée sur moi. Personne ne pouvait trouver de raison pour laquelle un homme paierait 8000 livres par an et ne le dirait jamais. Mercredi, elle leur donne la raison. Il n'y a pas de réponse à cela qui ne commence pas par la boîte à l'étage. Alors commencez par la boîte à l'étage et pendez-le. Alors laissez-moi parler, a dit Helena. Laissez-moi me lever dans cette pièce et dire ce qu'il y a sur 22 factures de foin dans ma propre sellerie. Je n'ai pas à dire de qui est la main. Je dois seulement dire que ce n'est pas celle de votre père. Non. Pourquoi pas?
parce qu'on vous croirait pendant environ 4 minutes. Et puis quelqu'un poserait la question évidente. Et la question évidente a une seule réponse, et elle se trouve à Clerkenwell. Il s'est tourné pour lui faire face. Et parce qu'au moment où vous vous lèverez dans cette pièce, vous serez la fille du dresseur de chevaux qui a été acheté par Helmsford. Chaque atout que vous avez dans le monde est votre réputation. Vous le dépenseriez en une seule soirée pour moi, et je ne l'accepterai pas. Ce n'est pas à vous de le prendre, c'est à moi de le dépenser. Alors je vous renvoie, a dit le duc. Hulkin vous apportera les 11 semaines entières samedi. Et vous ne reviendrez plus dans cette maison. L'écurie était très calme. Le cheval noir a changé de poids et a soufflé doucement contre son cou. Dites-le encore, a dit Helena. Ne m'obligez pas. Vous n'avez jamais de votre vie demandé quoi que ce soit à qui que ce soit. Le savez-vous? Sa voix n'était plus stable et elle l'a laissé faire. Vous paierez 8000 livres par an à des gens qui crachent sur votre nom. Vous entretiendrez un homme aveugle à Clerkenwell qui a ruiné votre maison. Vous ne vendrez pas un cheval qui n'a rien fait de mal. Et vous ne demanderez à personne de se tenir à vos côtés. Parce que si vous ne demandez jamais, personne ne peut vous refuser. Et vous avez organisé toute votre vie pour ne plus jamais être refusé. Il est resté absolument immobile. Desmond, a-t-elle dit. C'était la première fois. C'est sorti d'elle tout naturellement, et ça l'a traversé visiblement, des épaules jusqu'en bas, comme un choc traverse un animal. Je ne vous demande pas votre permission, a dit Helena. Je vous dis ce que je vais faire, parce que personne ne vous a dit quoi que ce soit de gentil depuis 5 ans. Et je ne veux pas que vous entendiez cela de la part de la salle. Mercredi, je serai à Kingston House. Je ne sais pas encore ce que je compte y faire, mais je serai dans cette pièce, et vous y serez aussi. Et vous entrerez par la grande porte comme un homme qui possède son propre nom, Mademoiselle Brangrove. Helena, a-t-elle dit, autant le faire. Il n'y a plus personne à choquer. Elle est allée voir Lady Philadelphia le lendemain matin. Elle s'est tenue dans le petit salon avec la table de jeu. Milady, je suis invitée à Kingston House mercredi. Je n'ai rien à me mettre, et je ne sais pas danser. La vieille femme l'a regardée pendant 10 bonnes secondes. Puis elle a sonné si fort que la femme de chambre est arrivée en courant. Il y avait 4 jours, et Lady Philadelphia les a tous utilisés. La robe est sortie d'une armoire à l'étage, de la soie grise d'une confection vieille de 30 ans. 2 femmes se sont assises dessus pendant 3 jours pour la reprendre. Le volant a été enlevé, les manches ont été raccourcies. Ce qui restait était simple au point d'en être sévère. Ce qui était, selon la vieille dame, exactement ce qu'il fallait. Elles seront toutes en blanc et en rose comme une assiette de glace, a-t-elle dit. Et vous arriverez en ressemblant à une pierre tombale. Et il n'y aura pas un homme dans cette pièce qui regardera quelqu'un d'autre. La danse était plus difficile. Ils l'ont fait dans le petit salon, la table de jeu poussée contre le mur. Lady Philadelphia battait la mesure sur le bras de son fauteuil avec 2 bagues. Elle fredonnait et lui indiquait les figures d'un ton sec. Helena, qui pouvait vous dire où se trouvaient les pieds d'un cheval les yeux fermés, a découvert qu'elle ne pouvait pas vous dire où se trouvaient les siens. Encore. Milady, je n'y arrive pas. Vous essayez d'être gracieuse. Arrêtez. Les bagues battaient la mesure. Vous ne danserez pas bien. Il n'y a pas le temps, et tout le monde dans cette pièce s'y exerce depuis l'âge de 7 ans. Vous danserez correctement, ce qui est une chose différente, et lentement. Et vous tiendrez la tête haute, comme si toute cette affaire était légèrement en dessous de vous. Encore. Le 3e jour, tout à coup, ses pieds ont su où ils étaient. Lady Philadelphia a cessé de fredonner, s'est calée dans son fauteuil et l'a regardé avec une expression qu'Helena ne pouvait pas déchiffrer du tout. « Oui, a dit la vieille femme. Eh bien, ça ira. » Elle a sorti la boîte en fer blanc de sous le porte-selle, le mardi soir. 22 reçus, une obligation. Elle les a attachés en liasse avec du ruban, comme son père avait tout attaché, et a mis la liasse dans la poche profonde de la robe de soie grise, là où elle était suspendue contre le mur. Elle savait ce qu'elle ferait avec environ la moitié. L'autre moitié, elle ne le savait pas du tout. Elle est restée assise avec la lampe allumée jusqu'à plus d'1 heure du matin, tournant et retournant le problème sans arriver à rien, comme on le fait avec un cheval qu'on n'a pas encore décidé comment monter. Kingston House, le 24 juin, était illuminé du trottoir au toit. Il y avait 400 personnes à l'intérieur. L'escalier était garni de fleurs jusqu'au premier palier, et la chaleur des bougies descendait la cage d'escalier pour vous accueillir à la porte
comme le souffle d'un animal. Helena est entrée à 10h30 au bras de Lady Philadelphia Mayburn, qui n'était pas sortie en société depuis 11 ans. La vieille femme a monté cet escalier comme si elle l'avait quitté un quart d'heure auparavant. « Ne regardez pas la salle », a dit la vieille dame sans bouger les lèvres. « Laissez la salle vous regarder. Quoi que vous fassiez ce soir, faites-le lentement. » La soie grise a fait ce qu'elle avait promis. 200 bougies, et chaque femme dans la pièce en blanc, rose ou prime vert, et une jeune femme en gris uni, les cheveux plats, et aucun bijou d'aucune sorte. Les gens se sont retournés. Helena a traversé la pièce au pas d'une femme menant un cheval nerveux devant une brouette. C'était la seule chose utile qu'elle connaissait sur les foules. Le duc d'Elmsford est entré 1 heure plus tard. Elle l'a entendu arriver de l'autre côté de la pièce. Un son comme un vent passant dans un champ d'orge. Les têtes se tournant en une vague de la porte vers l'intérieur. Il était en noir avec une simple cravate blanche. Il était tout à fait seul d'une manière qui n'avait rien à voir avec le nombre de personnes près de lui. Et il est entré comme elle le lui avait demandé, comme un homme qui possède son propre nom. Personne ne lui a parlé. 2 hommes se sont inclinés et ont continué leur chemin. C'était tout. Helena a trouvé son hôtesse près de la 2e fenêtre, en or, avec un éventail et beaucoup de gens autour d'elle. Lady Carrington, 2 minutes. Quelque chose a traversé le beau visage. La surprise. Et puis une sorte de soulagement, comme si une chose longtemps redoutée s'était enfin approchée assez pour être vue correctement. Elle a ouvert la voie vers une petite antichambre près du palier où se trouvaient les tables de jeu et a fermé la porte. Helena a sorti la liasse de sa poche et a dénoué le ruban. Ceci est une facture de foin et de fourrage acquittée à Elmsford House en mars de l'an 9. Ceci est l'obligation de mon père, datée du 9 juin de l'an 10. Elle les a posés côte à côte sur le drap vert. Regardez le E, milady. Regardez la barre basse sur le F. Lady Carrington n'a pas touché les papiers. Elle les a regardés pendant un long moment. J'en ai 22 comme ça, a dit Helena. Ils étaient dans ma propre sellerie, attachés en liasse pendant 8 ans. Personne ne les a cachés. Personne n'en avait besoin. Où avez-vous eu l'obligation? Mon père me l'a donné. 400 livres. Il a mis 12 ans à les économiser. La musique a repris dans la grande salle derrière eux, étouffée par le mur. Il est vivant, a dit Helena. Il est dans 2 pièces à Clerkenwell, près de Leadbury Street. Il est aveugle. Il est propre et au chaud. Et il y a un canari à la fenêtre que quelqu'un a accroché là où le soleil entre. Elle a gardé sa voix parfaitement égale, car elle s'y était entraînée dans le manège avec la pluie sur le toit. Il demande de vos nouvelles. Il demande à tous ceux qui viennent. Il dit qu'il n'a pas le droit de demander. Et puis il demande. Arrêtez. Il y a un papier rédigé. Il a refusé de le signer pendant 4 années consécutives. Il ne veut pas qu'il soit publié après sa mort. Parce que vous devriez entrer dans une pièce la quinzaine suivante et être regardé. Lady Carrington a posé une main sur le dossier d'une chaise. Je ne vais pas vous menacer, a dit Helena. Je pourrais. Cela prendrait environ 9 mots et vous devriez renoncer à toute votre soirée. Je vous le dis plus tôt, parce que vous ne le lui avez pas dit. Et je trouve que je ne veux pas être la 2e personne dans cette maison à faire ça. Elle a commencé à plier les papiers. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez ce soir. Mais si vous le dites, je vous répondrai avec ceci. Et alors tout le monde dans cette pièce commencera à se demander de qui était la main. Et ils n'arrêteront pas jusqu'à ce que quelqu'un dise un nom. Et vous ne le direz pas. Non, mais vous ne pourrez pas les empêcher de le chercher. Helena a remis la liasse dans sa poche. Vous avez jusqu'au 2e quadrille pour décider quel genre de femme vous avez été pendant 5 ans. Elle a ouvert la porte et est sortie dans le bruit. Ce n'est qu'à la 3e danse que Lady Carrington est venue au milieu de la piste et a demandé aux musiciens de s'arrêter. Il y eut un silence du genre que les hôtesses peuvent produire dans une maison qui est la leur. 400 visages se sont tournés. Elle se tenait dans la robe dorée avec un petit livre à la main. Un simple carnet de bureau avec une couverture marbrée. « Mes amis, a-t-elle dit, vous devez me pardonner. Il y a une chose que je porte depuis 5 ans, et je trouve ce soir que je ne peux plus la remonter dans mon propre escalier. De l'autre côté de la pièce, près de la porte de la salle de jeu, le duc d'Elmsford se tenait parfaitement immobile, les mains le long du corps. Il n'a pas cherché la sortie. Le regardant depuis le mur opposé, Helena a compris qu'il avait déjà décidé comment il le prendrait, et qu'il irait jusqu'au bout en silence,
comme il l'avait fait pour tout le reste. Elle n'a pas attendu d'entendre la sentence. Elle est allée sur la piste. 400 personnes ont regardé une jeune femme en robe grise unie traverser toute la longueur d'une salle de bal, passant devant les musiciens, devant son hôtesse, devant tous les regards de Londres, dans un silence absolu. Elle a marché lentement, parce qu'on le lui avait dit, et parce que ses jambes n'auraient pas pu faire autre chose. Elle s'est approchée de lui, s'est arrêtée et a passé sa main sous son bras. Pas le bout des doigts, toute la main dans le creux de son coude, de la manière dont une femme tient le bras d'un homme avec qui elle est venue au bal. La salle a fait le même son que Hanover Square avait fait en avril, mais en plus grand. Et cela a duré plus longtemps. Mademoiselle Brangrove, a dit le duc à voix basse. Ne faites pas ça. Trop tard, a dit Helena. Puis elle s'est tournée vers la salle. Mon nom est Helena Brangrove. Mon père était Silas Brangrove, qui a tenu l'école d'équitation de Coolwick Mews pendant 30 ans, et qui a mis 400 livres dans la souscription de Blacknell en juin de l'an 10 et a tout perdu. Sa voix portait mieux qu'elle ne l'avait craint. Une école avec un mauvais toit vous apprend à vous faire entendre par-dessus la pluie. Donc je ne suis pas l'une des vôtres. Je suis l'une des personnes à qui cela a été fait. J'aimerais que cela soit compris avant de dire le reste. Personne n'a bougé dans cette pièce. J'ai dans ma poche 22 factures acquittées d'Elmsford House, signées par le secrétaire de la maison, en son propre nom, sur 11 ans. J'ai l'obligation de mon père à côté. C'est la même main, le même E, le même F barré bas, le même D brisé. Elle a pris une profonde inspiration. Le vieux duc a eu une crise en avril de l'an 10. Après cela, il ne pouvait plus du tout écrire son nom. Chaque obligation de la deuxième émission a été écrite par quelqu'un d'autre. N'importe lequel d'entre vous peut le voir en 10 minutes sur une table à la lueur d'une bougie, comme on me l'a montré. Un homme près des fenêtres a dit assez fort, « De qui est cette main ?»« Ça, a dit Helena, vous ne l'aurez pas de moi, ni ce soir, ni jamais, ni pour tout l'argent de cette pièce. Il est vieux, il est ruiné, et la loi le pendrait, et je n'achèterai pas le nom de cet homme avec le coup d'un autre homme. » Elle sentit le bras sous sa main se raidir une fois. « Vous pouvez tous vivre sans savoir. J'ai dû le faire. »« Et le livre ?» a crié quelqu'un. « Qu'en est-il du livre ?»« Demandez-lui ce qu'il y a dedans, » a dit Helena. Tous les visages dans la pièce se sont tournés vers la femme en or, debout seule au milieu de son propre parquet. Lady Carrington a regardé le livre dans ses mains comme si quelqu'un venait de le lui mettre là. « C'est une liste de paiement, » a-t-elle dit. Les mots sont sortis très doucement. Elle a dû le dire 2 fois avant que le fond de la salle ne l'entende. 10 livres par trimestre, 221 noms. 5 ans et 4 mois sans un seul trimestre manqué. Sur un domaine qui n'a plus de bois et plus de tableaux sur les murs. Elle a levé la tête et Helena a vu que son visage était devenu complètement nu et qu'elle regardait enfin droit l'homme près de la porte de la salle de jeu. Ce n'est pas un pot de vin. Il y a une note au début, de sa propre main, disant qu'aucun bénéficiaire ne doit jamais être informé, au cas où l'un d'eux se sentirait obligé d'être reconnaissant. Elle est restée silencieuse un moment. C'était la main de mon père sur les obligations, a dit Evelyn Carrington. Abel Fernal. Et il n'est pas mort dans une pension. Il est vivant et aveugle. Et je sais où il est depuis juin de l'an 13. L'homme que j'ai ruiné pendant 5 ans m'a écrit et me l'a dit, et m'a offert sa voiture. Personne dans cette pièce ne s'est jamais mis d'accord par la suite sur la durée du silence. Elle a posé le livre sur une chaise très soigneusement, comme s'il était important qu'il ne tombe pas. « Je ne resterai pas », a-t-elle dit. « Continuez à danser. Ce n'est la faute de personne d'autre que la mienne si la soirée est gâchée. » Et elle est sortie à travers ses propres invités, qui se sont écartés pour la laisser passer. Ce qui fut la dernière cruauté de la nuit, et aucun d'eux ne l'a fait exprès. La salle a alors fait ce que font les salles. Elle s'est brisée en 40 conversations. Des hommes qui n'avaient pas parlé au duc d'Elmsford depuis 5 ans sont venus. Ils ont dit le genre de choses auxquelles ils pouvaient penser, et ont été reçus avec une courtoisie qu'Helena, en privé, jugeait meilleure qu'ils ne le méritaient. Elle est restée à ses côtés pendant tout ce temps, la main là où elle était. À un moment donné, Lady Philadelphia s'est assise sur une chaise dorée près du mur, le menton levé, les yeux brillants. Elle n'a pas dit un seul mot à personne. Puis les musiciens, qui étaient restés là avec leurs instruments et sans instruction, ont commencé à s'accorder avec incertitude. « Ils vont jouer » a dit Helena. « En effet,
Il regardait le violoniste le plus proche tendre une corde. « Votre grâce ». Elle s'est tournée pour lui faire face au milieu de cette pièce. C'est une simple danse de campagne, et ils la prendront lentement, parce qu'ils ont eu peur. On me dit que je suis correcte mais pas gracieuse. J'ai eu 4 jours d'instruction de votre tante. Elle m'a dit que je ne danserais jamais bien, mais que je danserais. Le duc d'Elmsford a baissé les yeux sur elle pendant ce qu'elle a compté par la suite comme 3 bonnes secondes. « Je n'ai pas dansé depuis 5 ans, a-t-il dit. « Non, a dit Helena, et n'a pas retiré sa main de son bras. C'est un peu le but de la chose. Il a tendu la main, paume en l'air, exactement comme il l'avait tendue vers elle, une fois, par-dessus la tête d'un cheval dans la paille humide de Hanover Square. Elle a mis la sienne dedans. Ils ont pris leur place en tête du quadrille. Et toute la compagnie s'est rangée en 2 lignes derrière eux, avec une hâte dont on parlerait à 40 tables de petit déjeuner le lendemain matin. Les violons ont commencé. Elle était, comme annoncé, correcte et non gracieuse. Elle s'est trompée de chemin une fois dans la 3e figure. Elle est revenue à sa place le menton levé, comme si elle l'avait fait exprès. Il a tourné la tête pour cacher ce que son visage faisait, et a échoué. Aucune femme n'avait dansé avec le duc d'Elmsford en 5 ans. Cette nuit-là, une l'a fait. Dans une robe grise démodée de 30 ans, avec de la poussière de foin encore sous les ongles, devant chaque personne à Londres qui avait jamais répété l'histoire. Ils se sont mariés en octobre, à l'église paroissiale de Sainte-Marie-Bonne. À 9 heures du matin, avec 8 personnes présentes. Ned Batcliffe l'a conduite à l'hôtel, portant un manteau qu'il avait acheté en l'an 6. Watt a tenu les chevaux dehors et a refusé toutes les offres d'entrée, au motif que quelqu'un de sensé devait rester avec eux. Lady Philadelphia a pleuré sans discontinuer et l'a nié par la suite dans les termes les plus forts. Abel Fernall a signé le papier en septembre, 3 jours après que sa fille soit venue dans les pièces près de Leadbury Street pour la première fois, et soit restée avec lui pendant 2 heures. Ce qui s'est passé entre eux leur appartient. Il n'en a pas eu pour longtemps. Il est mort en février dans son fauteuil près de la fenêtre. Le papier a été publié au printemps. Les journaux en ont fait grand cas pendant 9 jours, puis ont trouvé autre chose. Le domaine ne s'est pas rétabli rapidement. Les domaines ne le font jamais. Mais le dernier des 221 a été payé en l'an 24. 5 ans plus tôt que prévu, de petites sommes sont revenues à Elmsford House cette année-là, de la part de personnes qui avaient été remboursées 2 fois et l'ont dit. Lady Carrington est partie à la campagne et n'est pas revenue à Londres. Elle a écrit 1 fois en novembre. 4 lignes, joignant l'hypothèque annulée sur Brangrove's Yard, sans autre message que le mot « pardonner ». On ne savait pas dans quel sens c'était censé être, et Helena a choisi de le prendre dans les 2 sens. La cour est toujours là. Il y a 26 chevaux maintenant, et un nouveau toit sur le manège couvert, et un garçon de 14 ans appelé Watt, qui enseigne aux propres garçons de la cour, et qui est insupportable à ce sujet. Sur le mur de la sellerie, sur le clou que son père a planté lui-même, est suspendu un simple mort de filet sur une tétière en cuir uni. Il est nettoyé 1 fois par semaine. Il n'est utilisé par personne. Chaque matin à 6 heures, si vous vous trouvez dans le parc à 1 heure où personne n'y est, vous pouvez voir un homme sur un grand cheval noir. Il monte avec une femme sur une jument grise. Ils vont lentement, laissant les chevaux tout regarder. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils ont découvert qu'ils n'en ont pas besoin. Et quand il descend à la porte, il lui tend la main. Et elle saisit son bras au-dessus du coude. Exactement comme elle l'a fait la première fois dans la paille humide, devant tout le monde. Quand elle ne savait pas encore que c'était la chose la plus malchanceuse de Londres, elle l'a fait quand même. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.